Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc moi je suis April, je suis autiste et j'ai créé cette chaîne pour parler d'autisme. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet un peu différent, un peu particulier, très personnel qui va être la grossesse. Donc comment vivre sa grossesse en étant une femme autiste, en tant que future mère, puisque voilà j'attends mon premier enfant et donc j'avais envie d'en parler dans une vidéo pour vous. Donc je m'adresse aux femmes bien sûr, mais aussi aux hommes en fait. Je m'adresse à tout le monde, je veux que cette vidéo elle parle à tout le monde. Je m'adresse aux futures mères, aux mères aussi qui ont déjà eu des enfants. Je m'adresse aux mères autistes, mais pas seulement. Je m'adresse aussi aux papas. Voilà, et donc je voulais en fait faire une vidéo sur comment en fait expérimenter la grossesse en tant que femme et notamment en tant que femme autiste, mais aussi comment la société elle prend en compte notre grossesse et puis quel lien on peut faire entre notre grossesse, nos spécificités autistiques, notre hypersensibilité, ce lien aussi entre tout ce qui est intérieur et extérieur, tout ce qui est visible et invisible, et comment finalement les femmes sont perçues par la société, les femmes enceintes, voilà. Puisque prendre la décision d'avoir un enfant, c'est une décision qui n'est pas anodine bien sûr, c'est une décision qui est importante, qui est bouleversante, qui peut être plus ou moins préparée, anticipée, mais en tout cas qui suppose qu'on ait une certaine stabilité, un socle solide. Parce que la grossesse et l'arrivée de cet enfant, ça va être un choc. Ça va faire éclater tous les repères, provoquer une forte instabilité qui peut être angoissante à vivre, beaucoup de changements et aussi un point de non-retour, bien sûr, qui peut faire peur. Et donc quand on est une femme hypersensible, une femme autiste, tous ces changements aussi, bien sûr, ça a un impact et c'est pas forcément évident à gérer. Donc pour certaines femmes, des choses difficiles, douloureuses peuvent remonter même à la surface. À ce moment-là, elles peuvent traverser des états émotionnels difficiles, anxieux, dépressifs, surtout si elles n'ont pas fait un travail sur elles-mêmes en amont, si elles se connaissent mal, par exemple si elles n'ont pas compris qu'elles étaient autistes ou neuroatypiques. D'autres femmes, au contraire, peuvent se trouver très fortes, voire puissantes, avoir beaucoup d'énergie et ressentir comme une grande force intérieure. La grossesse, c'est à la fois un phénomène d'évolution physique, mais aussi psychique, pour préparer en fait la personne, la femme à devenir mère, mais aussi l'homme, parce que j'inclus les papas, à devenir père. Et comme la femme et l'homme se transforment, ça va aussi transformer la relation avec les autres, notamment les proches et la famille. Donc vous allez avoir parfois des réactions très étonnantes qui peuvent vous décevoir ou au contraire vous faire plaisir. Par exemple, des amis qui, à partir du moment où ils apprennent que vous attendez votre premier enfant, vont disparaître. Alors, soit ils prennent peur, soit ils se sentent rejetés pour une raison qui leur est propre, soit ils ne peuvent plus se remplir de vous, puisque vous êtes déjà pleine de vous-même, hein, je parle aux femmes, et pleine de ce petit être que vous attendez, et donc ils partent. D'autres proches, au contraire, vont se rapprocher de vous, vont vous voir différemment, ou que vous allez voir différemment, avec qui vous allez pouvoir partager autre chose, quelque chose de nouveau, notamment s'ils sont eux-mêmes parents ou s'ils ont eux-mêmes ce désir d'être parents. La famille aussi peut réagir d'une façon déstabilisante. Donc, alors notamment ceux qui vont trop investir l'attente de ce petit bébé. Donc ceux qui veulent, vous savez, vous rendre visite dès le premier jour, dès le lendemain de votre accouchement à la maternité, qui veulent vous voir le plus possible pendant votre grossesse, qui vous appellent en permanence, qui vous inondent de cadeaux pour le petit. Donc la grossesse en fait va bousculer tout le positionnement familial, je dirais aussi la hiérarchie familiale, puisque les parents deviennent grands-parents, les grands-parents deviennent arrière-grands-parents, et même les frères et sœurs, les petits frères et petites sœurs ne sont plus les derniers, et ça peut aussi entraîner parfois chez eux de l'inquiétude, de la souffrance. Donc c'est aussi important d'échanger et de les rassurer. Mais en tout cas, voilà, il peut arriver aussi que votre famille se montre indifférente, voire hostile. Et ça vient aussi bousculer les représentations que vous aviez d'eux.
des membres de votre famille, ça vient transformer la relation, ça vient créer une autre en fait dynamique, et dans ce cas-là une mise à distance ou bien à l'inverse un surinvestissement. Des traumatismes enfouis peuvent se réveiller, des non-dits, des secrets, puisqu'il y a aussi en fait transformation ou en tout cas mouvement du corps familial. Et en fait il faut voir la famille comme un corps, comme un tout, une entité, surtout dans le cas de familles toxiques ou dysfonctionnelles, où chacun a un rôle à jouer pour maintenir l'équilibre souvent très fragile de cette famille. Et si quelqu'un bouge, notamment par une grossesse, ça peut faire bouger tous les autres. Mais si les autres ne sont pas capables de s'adapter à leur nouvelle place, ou bien s'ils la refusent, bah c'est là où il risque d'y avoir conflit, rupture, violence. La femme enceinte, elle peut aussi, dans le regard de l'autre, susciter des réactions déstabilisantes. Donc tout à coup, le corps de cette femme se retrouve la proie des regards et peut susciter des réactions malsaines, intrusives, des inconnus qui vont vouloir toucher le ventre de la femme enceinte, qui ne vont plus regarder la femme enceinte dans les yeux, mais qui vont regarder son ventre, qui vont poser des questions intrusives sur la transformation de son corps, sur ses symptômes, sur ses envies de grossesse, son poids, comme si la femme était un petit peu dépossédée d'elle-même et devenait un simple réceptacle, voyez. Donc c'est important de bien s'écouter et de poser ses limites. Vous allez aussi avoir des gens ou des médecins qui vont commencer à vous juger sur vos choix. Et c'est là, je pense, c'est là que ce n'est que le début. Là, je m'adresse aux parents, je pense que vous avez toute ma compassion, parce que j'imagine que être parent, c'est aussi parfois être jugé très vite, et ça n'est pas évident. C'est-à-dire que par exemple, on peut juger votre projet de naissance, votre choix de l'allaiter ou non, votre décision de le mettre en crèche ou chez la nourrice ou de le garder avec vous, si vous décidez de reprendre le travail ou non rapidement, et sous couvert de conseils, d'informations, en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'ils vont trop loin. Et j'ai vraiment l'impression qu'on est on est tellement informé, on est tellement sensibilisé à plein de choses aujourd'hui que c'est trop, et que tout devient très très important, tout devient un enjeu très grave, tout prend tout de suite des proportions folles. Et donc s'il y a un mot que je voulais dire aux parents, aux futurs parents et aux jeunes parents, c'est déculpabilisez-vous. On s'écoute, on fait ce qu'on pense être le mieux, et surtout si on va bien, le bébé ira bien. Donc on n'oublie pas de prendre soin de soi. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir fait un gros ménage dans ma vie perso avant, au niveau familial, au niveau amical. Ça m'a évité, je pense, un peu les chocs, des réactions qui auraient été un peu violentes pour moi, des coups d'éclat, voilà, au niveau amical et familial. Donc j'ai gardé très très peu de gens dans mon cercle proche, et ce sont vraiment des gens totalement safe. Donc j'ai évité toutes ces réflexions intrusives, ces comportements toxiques, etc. Et bon, pour les autres, pour les gens que je suis obligée de fréquenter dans ma vie, bon, j'apprends à mettre des limites, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques réactions étonnantes. Par exemple, j'ai eu beaucoup de réactions sur mon poids, qu'on me disait que j'étais trop maigre pour une femme enceinte, alors que j'ai exactement le poids qu'il faut, enfin ni plus ni moins. Mais je ne sais pas pourquoi, en fait, peut-être qu'on imaginait qu'une femme enceinte, ça gonfle comme un ballon, je ne sais pas. Mais ça m'a rappelé quand j'avais 16 ans, en fait, et qu'on me traitait d'anorexique, parce que j'étais très fine, alors que je m'alimentais tout à fait normalement. Mais bon, juste parce que les gens en face ne sont pas bien dans leur peau, sont complexés, on se prend des insultes gratuites, voilà. Bon, il y a aussi eu des personnes qui m'ont fait culpabiliser quand je disais que je ne comptais pas attendre mon congé maternité pour demander un arrêt si je me sentais trop fatiguée. Sous prétexte que la grossesse, ça n'est pas une maladie, donc ça j'y reviendrai, il fallait que je continue jusqu'au bout. Sauf que, bien sûr, ça n'est pas une maladie, mais ça dépend des grossesses déjà, hein. Ça dépend aussi du contexte, de l'environnement de la femme enceinte, et ça dépend aussi de comment la femme enceinte, elle vit sa grossesse. Et après, bon, ces mêmes femmes qui me disaient ça,
parce que c'était des femmes, j'ai appris qu'elles avaient elles-mêmes été obligées de travailler jusqu'à leur 8e mois de grossesse. Et donc je pense qu'elles étaient un petit peu dégoûtées, quoi. Bon, d'ailleurs, concernant l'empathie vis-à-vis des femmes enceintes, j'ai constaté que c'était soit trop, on va dire, soit pas assez. Mais pour moi, l'image de la femme enceinte, l'image de la femme enceinte qu'on va protéger, qu'on va choyer, à qui on va faire très très attention, qu'on va presque déifier, qui est sacrée, pour moi c'est un mythe total. Ça n'empêche pas les gens d'être violents. Au contraire, ça peut même déclencher des comportements hostiles quand il y a de la jalousie, de la frustration. On peut vivre plus de harcèlement, etc. Il n'y a pas de limite à la violence, hein. Et en même temps, c'est aussi un sujet dont on parle beaucoup, la grossesse, la maternité, l'enfant, le bébé. Mais je pense qu'il y a tellement de validisme qu'on ne prend pas vraiment en compte globalement la fatigabilité et les symptômes de la grossesse. Et ça va donner des situations où les femmes enceintes vont se cacher dans les toilettes pour vomir ou dormir parce qu'elles sont épuisées entre deux réunions, où les femmes enceintes n'osent plus se lever de leur siège par peur de faire des malaises et se bourrent de sucre au bureau, où les femmes enceintes ne disent pas qu'elles sont enceintes à leur employeur alors qu'elles font un métier à risque et qu'elles pourraient avoir des aménagements par peur d'être virées. Et des femmes enceintes qui vivent carrément de la discrimination à leur retour de congé maternité. Donc vous voyez, on est loin du mythe de la femme enceinte qu'on protège et qu'on chérit. Et cette espèce de sacralisation, du coup, moi je ne la vois pas du tout. Et d'ailleurs, un bel exemple de validisme, ce sont les 3 premiers mois de grossesse de la femme enceinte. Durant lesquels, en fait, la femme enceinte n'est pas officiellement et légalement enceinte. Elle n'a aucun statut, sa grossesse n'est pas reconnue, ne se voit pas encore, et comme elle est invisible, eh bien, elle est invisibilisée. Alors que les 3 premiers mois, en fait, bah, ce sont les mois les plus difficiles de la grossesse, où vous allez avoir le plus de symptômes, parce que bah, c'est tout votre corps qui se met en route, qui travaille très vite, très intensément. Et pourtant, ce travail-là, il est totalement nié par la société et par les médecins. Pourquoi ? À cause du risque élevé de fausses couches. Et pour cette raison, on ne va pas considérer que votre grossesse, elle est 100% actée. Et c'est comme si vous-même, du coup, vous ne vous autorisiez pas à investir cette grossesse, à vous projeter, alors que vous la sentez déjà bel et bien dans votre corps physiquement. Bien sûr, il y a aussi l'angoisse de la perte, et tout ça, ça peut être difficile à vivre psychologiquement. Mais est-ce qu'on propose un suivi psychologique aux femmes ? Non. Et je trouve ça particulièrement hypocrite d'ailleurs que incarnation physique, transformation, il y a, mais et si effectivement l'embryon n'est pas viable et qu'il y a fausse couche, bien épreuve et douleur, il y aura. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de faux pour moi dans la fausse couche. La fausse couche, c'est un deuil, et ce n'est pas en refusant de faire exister ce qui est qu'on va aider la maman ensuite à accepter la perte. Voilà. Après, je précise que je ne suis pas du tout contre l'avortement, ça n'a rien à voir. Là, je parle vraiment d'une grossesse qui est désirée. Mais pourquoi finalement ne pas déjà autoriser la femme à faire ce travail psychique dès le début? Parce que vous savez qu'une grossesse, c'est aussi un travail psychique. Pourquoi les 3 premiers mois stopper ce processus sous prétexte que on n'est pas sûr que ce soit viable? Moi, je trouve que c'est choquant. Et tout aussi hypocritement, dès que la femme va devenir visiblement enceinte, donc pour une première grossesse, ça va être vers 4-5 mois, les gens, d'un coup, c'est attention, femme enceinte, laissez passer. Donc attention, on va laisser son siège à la femme enceinte, on va lui proposer de s'asseoir dès qu'elle peut. On va même être un petit peu trop gentil, trop bienveillant, trop dans la compassion. Donc toujours le validisme qui est difficile à doser entre soit je nie totalement, soit j'en fais trop, c'est pas évident, hein. Et tout ça alors que nous, en général, on est en super forme puisque c'est le moment de la grossesse où on se sent le mieux. Mais pourquoi les gens se comportent comme ça avec nous tout d'un coup? Parce qu'ils le voient et du coup ça devient, comme ça devient visible, ça devient accepté, ça devient toléré, voilà. Mais nous en fait on n'est pas forcément, on n'est pas spécialement fatigué. Et qu'est-ce que ça révèle tout ça? Que tout est une question d'apparence et puis aussi de projection. C'est-à-dire qu'est-ce que je m'imagine de l'autre en le voyant
et comment je m'adapte à lui, mais uniquement à travers ce que moi j'interprète, plutôt que de lui demander ce qu'il ressent, comment il se sent, ce dont il a besoin. Autre problème que j'ai constaté, c'est le côté très médical et médicalisé de la grossesse, avec un suivi précis, des prises de sang, des analyses tous les mois, et à côté de ça, au niveau psychologique, très peu de choses, très peu de prise en charge, très peu de questions, d'inquiétude, en tout cas de la part des médecins gynécos. Je ne parle pas des sages-femmes. Et aussi avec toujours ce discours de la grossesse n'est pas une maladie, ou bien si vous n'avez pas de symptômes physiques, je ne vous donne pas d'arrêt maladie. Mais quid de la fatigue au quotidien, des sautes d'humeur, de la pénibilité du travail, voire de l'état psychologique de la patiente. Donc moi je précise quand même que je suis professeure, donc je suis debout tout le temps, que j'ai fait cours en plein pic de l'épidémie Covid en janvier, avec la moitié de mes élèves absents parce que cas contact ou cas Covid. Bref, je dis ça, je dis rien, mais j'ai fait cours, hein. J'ai fait cours. D'ailleurs, j'ai beaucoup aussi l'impression d'une sorte de caricature de la femme enceinte et de ses symptômes physiques où on va rigoler de, vous savez, les fameuses envies de grossesse. On va rigoler aussi de ces symptômes physiques plus ou moins éprouvants qu'on va d'ailleurs caricaturer dans les films et les séries. Et je pense que vous voyez tous très bien la fameuse scène où la femme enceinte vomit dans le vase et remet ensuite le vase à sa place. Et tout cela, pour moi, ça contribue à déshumaniser la femme enceinte. Et en riant d'elle et de ses symptômes, ça empêche de se mettre à sa place et donc ça bloque aussi toute tentative d'empathie. Bon, par ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'empathie et de bienveillance à l'inverse de la part des sages-femmes, qui au contraire étaient très attentives au côté psychologique, qui m'ont proposé plusieurs fois un arrêt quand elles me voyaient trop fatiguée, qui ont répondu à toutes mes questions, même les plus bêtes, sans jugement. Oui, parce que quand vous avez un premier enfant, je vous raconte pas tout ce que vous devez emmagasiner comme connaissances, tous les termes techniques pour le matériel bébé, toutes les questions auxquelles vous devez réfléchir pour votre accouchement, mais aussi la vie après l'accouchement, etc. Enfin, c'est vraiment, c'est dense intellectuellement aussi. Mais elles ont vraiment pris le temps et c'était super. Et d'ailleurs, je me sentais tellement acceptée et accueillie par elles que j'ai osé leur dire que j'étais autiste. Et elles ont très très bien réagi. Donc elles m'ont demandé comment elles pouvaient s'adapter à moi, ce qu'elles pouvaient faire. Elles m'ont pas dit ça ne se voit pas, vous n'êtes pas autiste, c'est un faux diagnostic, ou alors elles l'ont pensé, mais je pense pas. Donc vraiment comme quoi c'est possible, hein. Des gens comme ça existe. Et quand je leur ai parlé du coup de mes particularités sensorielles, de ma peur de l'inconnu, des changements, de ma difficulté à saisir l'implicite, elles ont tout noté dans mon dossier. Et pour m'aider, elles m'ont fait visiter la maternité alors que c'était interdit à cause du Covid, pour que justement ça m'aide à me projeter, à me sentir un peu plus en sécurité. Donc c'est la première fois, je crois, où je me sens autant écoutée et respectée en tant que femme autiste, autant prise en compte dans mes particularités. Et vraiment, merci pour ça. Les sages-femmes, elles font du bien à l'humanité. Et en même temps, je me dis, mais ça, c'est l'attitude normale en fait. C'est l'attitude qu'on devrait tous avoir, tout le temps. Et pas seulement pendant la grossesse de la femme. Mais prendre le temps d'écouter l'autre et de s'adapter à lui. Mais c'est la base, plutôt que de le forcer à rentrer dans le moule. Voilà. Pour finir, je voulais aussi parler de l'hypersensibilité, puisque souvent on associe hypersensibilité et grossesse. Donc on dit que la femme enceinte, elle est plus sensible, que tout à coup, elle est plus à l'écoute de ses émotions, elle est plus connectée à ses émotions. Donc moi, quand j'entendais ça avant, je m'attendais à vraiment vivre un truc incroyable. En réalité, je me suis rendu compte que j'étais déjà connectée à mes émotions, donc il n'y avait pas vraiment de changement. Et par contre, ce qui changeait, c'était l'interprétation des autres. C'est-à-dire qu'on va interpréter certaines de mes réactions ou émotions comme étant une conséquence de ma grossesse qui me rendrait plus sensible, à fleur de peau. Et en fait, pensez ça, c'est la même chose que de demander à une femme si elle a ses règles quand elle s'énerve. Comme si les émotions de la femme n'étaient jamais légitimes, ou alors étaient la cause
il y avait une cause organique, il y avait un, je sais pas, un dérèglement hormonal, émotionnel. Et je trouve que du coup, associer l'hypersensibilité à la grossesse, c'est aussi lié l'hypersensibilité de manière générale. Donc depuis que je suis enceinte, quand il m'arrive de ressentir des émotions fortes et de les exprimer, on va me dire ouh là là, soit t'es fatiguée, soit c'est les hormones, soit c'est la grossesse qui te met dans ces états. Non, en fait je suis hypersensible depuis que je suis petite, mais sauf que mon hypersensibilité, elle a toujours été niée et minimisée. Et finalement, là on commence à la voir, on commence à nommer hypersensibilité, alors qu'avant on nommait pas. Mais en l'enfermant dans un truc qui serait lié à quelque chose, dans un truc temporaire qui serait lié à ma grossesse. Comme si c'était pas acceptable en dehors de ce cadre-là. Et donc ça, je trouve ça dommage en fait, parce que on a un rapport aux émotions qui est très tabou, qui est très... on est mal à l'aise, on se censure, on nie sans cesse les émotions des autres, on n'écoute pas les émotions des autres, on n'écoute pas ses propres émotions. Et tout d'un coup, quand on est enceinte, ça y est, ça devient normal, mais en même temps, c'est aussi un prétexte à encore moins nous écouter parce qu'on ramène tous aux émotions, sans écouter le problème qu'il y a derrière. Alors que moi, je suis pas hypersensible sans raison. Enfin, je veux pas pleurer parce que c'est les hormones. Je vais pleurer ou avoir une réaction forte parce qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Mais au lieu d'essayer de savoir ce qui ne convient pas, on va tout résumer aux émotions. Un peu comme avant quand on résumait tout à l'anxiété, alors que j'avais des difficultés liées au fait que j'étais autiste, mais sans essayer de trouver une solution pour moi. Pour finir, parce que j'ai fini là, je ferai une autre vidéo pour parler vraiment de la mère autiste, de la femme autiste, et d'ailleurs je voulais vraiment vous dire que les mamans autistes ou les papas autistes sont vraiment les bienvenus, parce que du coup la parentalité maintenant ça m'intéresse, vous vous doutez bien. Et j'aimerais aussi échanger avec vous. Mais pour finir, je vous demanderai de ne pas me poser des questions trop personnelles, trop intrusives, merci. Et je tiens à dire aussi que c'est ok de ne pas vouloir d'enfant, que je comprends tout à fait le choix de ne pas en avoir. En fait, du moment que c'est un choix éclairé, d'avoir ou non un enfant, c'est ok. Il n'y a aucun souci pour moi avec ça. Et je voulais aussi ajouter que pour moi, devenir mère, c'était vraiment prendre ma place. C'est-à-dire que moi, depuis toujours, je suis une maman en fait. Mais je suis une maman alors que je ne l'ai pas choisie. J'ai été la maman de mes parents. J'ai été la maman de mes frères et sœurs aussi. Et puis d'autres membres de ma famille. Et j'ai même été la maman de certains de mes amis. Mais tout ça, je l'ai subi. Et c'était pas vraiment... En fait, j'étais pas vraiment à ma juste place. Et bien, pour la première fois, déjà, cette place, je la choisis. Et ensuite, cette place, je ne la subis plus. C'est la place où je suis à la bonne place, en fait. À celle que je veux, à laquelle je veux être. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.